Bonjour et bienvenue sur le 4e épisode du podcast Filmer nos voix, un podcast amateur de passionnés de cinéma. L'équipe est composée de Chris vous partage, de Lucie, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va super. Et de notre micro que j'ai décidé d'appeler Désir, qui est parfois un petit peu timide et prend nos rires pour des attaques, ce qui explique la saturation que vous pouvez entendre parfois. Et aujourd'hui nous avons un invité spécial. Voilà, il s'agit de Maxime. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Ah bah avec plaisir. J'espère que le film t'a plu. On va en parler. On va en parler. Alors de quel film on parle aujourd'hui ? Eh bien tout simplement de The Life of Chuck, sorti en France le 11 juin 2025. Et Lucie, est-ce que tu peux nous faire un résumé du film s'il te plaît ? Tout à fait. Alors, donc le film retrace la vie d'un homme ordinaire, Charles Krantz, dit Chuck, à rebours sur 3 chapitres, ou aussi 3 actes. Le premier chapitre donc le montre indirectement à travers des hommages pour ses 39 fabuleuses années de service que je mets entre guillemets, alors que le monde autour de cette pub finalement s'effondre avec la Californie engloutie par les eaux et les hôpitaux désertés. Wouhou! Donc après le film évolue... Et les étoiles qui disparaissent dans des plops. En effet. Donc après le film il évolue sur plutôt un registre comédie musicale avec le deuxième chapitre et pour finir sur un teen movie, encore une fois entre guillemets, explorant l'enfance de Chuck. Et cette dernière partie surtout apporte des éclaircissements sur l'ensemble du film qui fonctionne surtout en réseau avec des échos visuels et sonores d'un chapitre à l'autre. J'avais une question à propos du panneau sur l'édifice de la banque. L'avez-vous vu ? Comment j'aurais pu le rater ? Et j'ai aussi vu les annonces à la télé. Plus de pubs de voitures ou de meubles à rabais, juste Charles Krantz, 39 belles années. Merci, Chuck. Alors il travaille pas à la banque. Il prend pas sa retraite de la banque. Je connais pas Charles Krantz. C'est probablement une blague, un genre de spectacle. Merci beaucoup Lucie pour ce super résumé du film. Passons à la distribution de The Life of Chuck. Alors il s'agit d'un film de Mike Flanagan, connu principalement pour avoir réalisé des films d'horreur comme Pas un bruit ou encore Ne t'endors pas. Et Dr. Sleep. Et Dr. Sleep, voilà. Et là du coup c'est important. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que c'est une adaptation de Stephen King. Voilà. C'est la nouvelle de Stephen King qu'il a publiée je crois en 2020 ou quelque chose comme ça, c'est très récent. Ouais. Et Mike Flanagan a un rapport avec Stephen King qui est immense puisqu'il a adapté Stephen King plusieurs fois, notamment avec Dr. Sleep, et là, ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps, il va adapter Carrie. Oui, j'ai vu ça. En série sur Amazon Prime, et alors normalement ça sort là dans pas longtemps, c'est peut-être cette année, et donc Carrie quand même, c'est l'une des œuvres les plus appréciées de Stephen King. En plus de ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'adaptation de Carrie, ça fait depuis Brian De Palma. Avec Carrie, qui était quand même assez violent dans les images, mais qui vaut le coup quand même d'être vu. Mais voilà, Mike Flanagan, quand même, c'est un rapport énorme avec l'horreur, et quand on voit Life of Chuck à côté, on se dit, c'est là où c'est la beauté d'être un réalisateur et scénariste, de se dire, on prend maintenant des risques, et on ne s'attache pas qu'à un seul genre, et je trouve que c'est ça la beauté qu'on peut voir avec ce film justement. Ah ouais, totalement, parce que quand j'ai vu ces films, je me suis dit, non, ça passe pas du tout avec The Life of Chuck. En plus, j'avais pas encore vu le film quand j'ai vu sa filmo, et je me suis dit, du peu que j'en ai entendu parler du film, ça m'étonnerait que ce soit un film d'horreur quand même. Et puis pour le regarder avec Lucie, forcément, surtout, c'était pas un film d'horreur. C'est ça, parce que c'est quand même moi qui ai proposé qu'on regarde ce film, sachant que c'est un de mes films préférés. T'as eu un très bon choix. Donc du coup, en effet, moi je connais pas du tout le réalisateur. Enfin, vraiment, j'ai une culture cinématographique qui est assez proche de zéro, donc vraiment, j'y suis allée. En fait, pour la petite anecdote, ce film, donc je l'ai vu au cinéma. Parce qu'en fait c'était un hasard complet dans le sens où juste c'était une énorme journée de canicule sur Limoges et je m'étais dit je vais passer mon après-midi au cinéma, donc j'ai enchaîné 3 films et c'était le dernier des 3 films et donc vraiment c'est le seul hasard des horaires qui coïncidaient qui a fait que j'ai vu ce film. Mais bon, bien évidemment j'avais quand même lu le synopsis, ça m'avait plu, donc voilà, je m'étais dit ok, je tente l'expérience et tout. Bien évidemment j'avais reconnu l'acteur principal également. Et voilà. Donc j'étais en mode, je sais que c'est un bon acteur, j'aime bien cet acteur, donc ça devrait être pas mal, quoi.
Et en fait, j'ai juste tout simplement adoré. Et du coup, c'est rare qu'un film récent se classe dans mon top 3 de films, mais là, pour le coup, il y est. T'as Monte Cristo aussi. Oui, c'est vrai. Mais de manière générale, j'aime beaucoup regarder des films plus anciens. Enfin, ça dépend, mais je suis plutôt attachée à des films qui sont un peu plus anciens. Enfin, c'est vraiment très rare qu'un film récent me plaise énormément. Mais du coup, en effet, il y a quand même 2 exceptions. Mais il y a beaucoup de personnes, et je pense même au milieu du journalisme dans l'art, qui disaient que Life of Chuck faisait partie de leur panthéon maintenant, de leur film préféré. Ah ouais. Non, mais c'est impressionnant comment on voit ce film, parce que il a pas si marché que ça finalement. Hein. Non, il a eu un très bon accueil en France, il était même très très bien noté dans le monde. Mais en termes de succès critique, ça a super bien marché, mais commercialement parlant, pas vraiment. C'est un peu compliqué. Et je pense que les gens maintenant, vu que le film est sorti en DVD et en Blu-ray, et qu'il est déjà disponible sur quelques plateformes de streaming, ouais, tout à fait. je pense que les gens découvrent un peu maintenant, aujourd'hui. On a un peu cet effet avec Babylone, justement, où Babylone a été un peu très décrié. Il a très bien marché en France, mais a été un échec énorme. Au box-office. Et aujourd'hui, tout le monde le considère comme un film culte, et je pense que Life of Chuck, avec le temps, deviendra culte, et pourrait être même un cas intéressant pour du montage ou du scénario, puisqu'on va en reparler dans quelques instants, mais il y a quand même quelque chose à dire sur ça. Ouais, mais pour rebondir par rapport à Babylone, c'est aussi construit en 3 actes, voire même un peu plus Babylone, et même s'ils disent pas acte 1, acte 2, acte 3, il y a quand même plusieurs actes, et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un petit effet de je sais pas comment... Une dégradation. Ouais, et là, du coup, avec ce film, on a la dégradation la plus... on a la fin du monde au début, et on a le début du monde à la fin, et c'est plutôt mignon, contrairement à Babylone, qui est plutôt... Quoi qu'en même temps, dès le début, c'est en un fait, peu bizarre. le cas de Life of Chuck, c'est il est monté à l'envers. Mais il y a un suspense quand même dès le début du film, parce qu'on dit c'est la fin du monde, mais pourquoi ça se repose que sur une personne? Et en fait, avec le temps, on va vers sa vie et on comprend en fait pourquoi. Et il y a, on va faire un peu de théâtre, on va dire, sur ça, mais il y a un peu cette aliénation qu'on a avec le théâtre épique de Brecht, c'est-à-dire on sort un peu de ce qu'on voit, pour justement regarder, c'est très politique pour le coup, mais là pour nous c'est plus un côté humanisant. C'est-à-dire, on comprend pas pourquoi c'est la fin du monde, que tout repose sur une personne, et en fait, les indices sont distillés au compte-gouttes, et on réalise vers la fin ce qui s'est passé. Et on comprend tout ça. On spoil pas maintenant, je pense, mais... On peut spoiler dès maintenant. Non, mais on va peut-être laisser terminer la fiche technique. Oui, alors la fiche technique, j'ai pas mis tous les actrices du film, mais j'en ai mis quelques-uns. Donc le personnage principal, Chuck, il est joué par Tom Hiddleston, je ne sais pas. Voilà, moi je ne sais pas prononcer les noms des acteurs, c'est horrible. Et encore, il y en a un, quand je l'ai noté, je me suis dit... Comment je vais galérer. Ah oui, je vois lequel, oui, effectivement. Ouais. Mais Chuck, il est aussi joué par Benjamin Pajax. Là, ça va, c'est pas trop compliqué. Et alors, parmi les autres actrices qui sont dans le film et qui ont une importance au début et à la fin parce qu'on les revoit, et oui, je les ai vues, c'est Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Annalise Basso ou encore Marc Hamill. Marc Hamill, ouais. Oui. Voilà. Qui est extrêmement touchant quand même dans le film. Malgré son personnage très compliqué, c'est un personnage qui a beaucoup touché du début jusqu'à la fin. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Bon, c'est bizarre de voir Luke Skywalker aussi vieux, mais c'est pas grave. Ça fait du bien de le voir dans un autre registre. Concrètement, avant que vous me disiez que c'était lui, je l'avais pas du tout reconnu. Alors que pour autant, Star Wars, c'est quand même vachement quelque chose de mon enfance et de mon adolescence, tu vois. Donc, mais après, si t'as vu que Luke Skywalker quand il est jeune, tu m'étonnes que tu l'as pas reconnu vieux. Non, et puis même, il a quand même une grosse moustache. Il a bien changé depuis Star Wars 4, 5, 6, et même avec le 7, 8, 9, il a quand même bien changé. Enfin, je l'ai vu moi après dans d'autres films, dans Gris Bear, c'est un film qui a une dizaine d'années. Pareil, il était un peu plus jeune et tu voyais la différence. Et là, on sent qu'il a un rôle qui porte bien son âge en fait. Et vraiment, il est
c'est un jeu qu'on ne voit pas habituellement chez lui, je trouve, ou du moins pas souvent, et là, ça fait du bien de le voir dans un film comme ça. Tu sais de quel style de maison il s'agit? Victorien. C'est exact. Et c'est pas une fausse victorienne non plus. Elle a été construite en 1885. Elle a été rénovée une bonne demi-douzaine de fois depuis, mais la coupole est là depuis le premier jour. On habite ici depuis 71. Et pendant toutes ces années, je suis pas monté dans la coupole plus d'une demi-douzaine de fois. Parce que le plancher est pourri? Parce qu'elle est remplie de fantômes. Je pense quand même sur... La fin du monde. La fin du Sur monde. la fin du monde. Littéralement. Sur la fin du monde. Et moi j'ai dit, ça me fait peur. Oui. Je lui ai dit parce que autant moi devant un film d'horreur, j'ai pas peur. Généralement je pleure même parce que je trouve ça triste un film d'horreur. Oui, toi c'est le côté catastrophique, la catastrophe naturelle qui te... Ouais. Et c'est très... Ouais, j'ai un peu... C'est très flippant. Mais alors j'ai un peu cette sensation-là, je l'ai pas eu avec Life of Chuck justement, parce que tu vois, par exemple, il y a un film comme ça que j'ai pas trop aimé finalement, comme ça, c'était Don't Look Up avec DiCaprio et Jennifer Lawrence. Je l'ai pas vu parce qu'il est sur Netflix, je crois. C'est ça, ouais. Et j'ai pas la en fait, c'est l'histoire d'un météore qui se crache sur la Terre. Mais en fait, tu vois tout. Ok. C'est ça. Et en fait, l'avantage de Life of Chuck, c'est que on ne voit pas vraiment. Non. On voit pas, et il y a tout un travail sur l'image, justement. En fait, les seuls moments où on voit cette fin du monde, c'est à la télévision. Ouais. On a même une sorte de chaîne française, un peu à la TF1 LCI, c'était assez amusant. J'ai beaucoup ri le FR. Ouais, France 1 ou un truc comme ça. Et Fra 1 avec les petites couleurs de TF1. Ouais. fait, et les étoiles qui s'en vont, enfin, ou qui explosent, je sais pas. Plop. Ouais, plop. Ce sont les seuls moments vraiment où on voit les conséquences. Enfin, une action de fin du monde. Après, c'est un peu... moi, par exemple, j'ai vu les voitures à l'arrêt. Dans tout oui, j'ai pensé à un film de zombies. Ouais, j'ai pensé à The Walking Dead direct. À World War Z aussi. Mais je trouve que c'est le point fort du film. C'est... Il parle de fin du monde sans vraiment le montrer. Et il y a tout un travail, par exemple, là on parle technique aussi, mais dans l'acte 3 qui évoque vraiment la fin du monde, puisque le film est monté à l'envers. Je sais pas si vous l'avez vu, mais l'environnement est très flou. L'environnement est très flou, oui. L'image est très distordue. Oui. Et en fait, ça cache un peu ce côté... donc ça renforce aussi l'immersion pour les personnages. Ouais. Nous, on le voit. Mais il y a une distorsion du monde autour. Alors, je pense qu'ils ont utilisé un objectif qui fait que... c'est ça. Mais du coup, tu vois pas vraiment le monde. En fait, on te cache un peu la catastrophe. On te montre pas vraiment la réalité. Ouais, et je trouve que c'est le point fort. Et puis aussi, ce qui joue beaucoup, alors ce que j'avais pas forcément remarqué lorsque je l'avais vu au cinéma, mais que là j'ai remarqué, et on en discutait avant d'enregistrer très rapidement tout à l'heure, mais la musique à ce moment-là est d'une douceur qui contraste complètement avec le côté catastrophique et qui du coup inconsciemment en fait on s'inquiète pas tant que ça, enfin ok c'est horrible ce qui se passe à l'écran et forcément il y a une voix dans notre tête qui se dit c'est peut-être que ça va arriver un jour, mais comme la musique est hyper apaisante à ce moment-là, du coup ça enlève, je trouve, une part inquiétante et ça rejoint l'image distordue aussi. C'est plus de la musique d'ambiance qu'on a. C'est ça. C'est peut-être même un des regrets que j'ai du film en général, c'est l'absence de grande musique. On a des playlists de musique très connues, mais c'est vrai que l'acte 3 est très nappe. Enfin, on a c'est des musiques nappes d'ambiance, d'accompagnement. Ça fait son taf. En vrai, quand la musique est présente, ça marche, mais je trouve qu'on n'a pas assez de musique dedans. Ou peut-être que ça manquait un peu de punch pour le coup, mais la musique, oui, effectivement, renforce cette idée que tu viens de dire. Ouais, non, et puis c'était... Moi, j'ai dit à Lucie, quand les étoiles, elles ont commencé à disparaître. Bon, d'abord, j'ai dit, oui, parce que bien sûr, les étoiles, elles disparaissent en faisant plop. Elle m'a répondu... Ce n'est pas un film réaliste. Et j'ai dit oui, merci, je l'avais deviné. Et j'ai dit mais ça fait partie de mes peurs, parce que moi j'ai peur qu'un jour le soleil il arrête de vivre, que le soleil il meurt et qu'on meurt. Il y a une vidéo comme ça, c'était Amixem qui l'avait fait en React, et c'est sur sa chaîne qui parlait de la fin de l'univers, et donc en fait tu voyais la conséquence de la Terre, avec les étoiles et tout, la fin et tout, et je me suis dit, plus jamais je regarderai cette vidéo tellement elle m'a... Enfin, j'étais traumatisé en fait par ça, parce que tu vois les conséquences,
Et donc voilà, donc oui, je te rejoins sur le coup, mais c'est vrai que pour le coup, Life of Chuck ne m'a pas si... Non, c'est pas traumatisant. Non, moi je trouve que ça m'a plutôt rappelé à quel point on était entre guillemets et pas du tout méchamment insignifiant, dans le sens où en fait on est juste une petite poussière. Et que ce que j'ai noté aussi dans cet acte 3 qui m'a particulièrement intéressée, c'est des informations qu'on va retrouver après dans le film, mais par exemple l'année qui est considérée, imagine que la création du monde c'est le 1er janvier et qu'en fait nous on se retrouve création de l'homme 31 décembre, je sais plus quelle heure, 22h30 je crois. Ouais, je crois, apparition de l'homme 22h30 je crois. Ouais. Et le fait que et depuis et ça j'avais un peu oublié ça, par contre l'information que j'avais retenue c'est qu'avant les jours faisaient 23h56 minutes. C'est ça. Et que maintenant c'est 24h02 que ça que les jours rallongent un peu. Bah voilà, en fait je trouve que c'est aussi un film qui nous apprend des choses et pour ça c'est franchement chouette parce que par exemple moi je suis plutôt littéraire, pas du tout pas du tout dans les maths ou dans les sciences. C'est très bien. Et en fait ce film a réussi à m'apporter des informations qui sont hyper intéressantes et c'était pas et c'était pas scientifique documentaire quoi. Ouais, c'était pas d'une difficulté incroyable, c'est super bien expliqué. Oui, et puis je rejoins aussi ce que tu dis, c'est moi j'avais vraiment noté aussi le travail sur les personnages sur l'acte 3, c'est-à-dire il faut vraiment qu'il y ait une fin du monde pour qu'on réalise en fait qu'on avait de belles choses et qu'on a été heureux, ou qu'on revoie nos priorités. Ce couple qui était déchiré, qui reviennent ensemble à la fin, et la fin de l'acte 3, on termine quand même sur une phrase qui est magnifique. Je t'aime. Ça montre en fait c'est un film très humaniste. Très humanisant. C'est ça que j'aime beaucoup. Franchement j'ai adoré ce truc là et puis ça montre vraiment l'évolution d'un couple qui était déchiré, qui essaie de se remettre ensemble et tout ça, sur un fond de fin du monde, je trouve ça romantique pour le coup. Et sans que ça soit hyper... Enfin, ça prend pas tout le film non plus, cette histoire. C'est vraiment juste une petite part, enfin un tiers quoi, et après... c'est un tiers qui est agréable. Ouais, c'est 40 minutes du film. J'ai les minutes tu as minuté le tout. Donc on est d'accord que l'acte 2 est très court. 15 minutes, même pas. C'est ça. On est d'accord. Et l'acte 3, enfin l'acte 1 du coup, vu que c'est le dernier acte, c'est le plus long. Qui fait quasiment 1 heure. Mais c'est 1 heure, enfin voilà. Mais vraiment l'acte 3, c'est d'une belle beauté, je trouve. Par contre, tu parlais des étoiles, je viens de me rappeler, c'est vrai que j'étais très surpris de voir les étoiles plop. Je m'y attendais pas. Il y a un petit effet de jumpscare avec le son. Avec le petit bruit le son qui va avec. Le son est très... mais par contre, c'est très beau visuellement. Oui. C'est pas le truc de... tu fais une crise de tachycardie. Non, si tu vois les plops, et tu vois le couple, justement... rabiboché, on peut le dire comme ça, qui en fait assiste à la fin du monde et voilà. Et ils sont ensemble pour ça. Franchement, ils tiennent la main. La première fois que j'avais vu, j'étais en train de pleurer à ce moment-là. Là, la deuxième fois, ça me l'a pas fait, mais je pense que parce que j'ai peut-être plus aussi dans l'analyse du truc et du coup j'ai un peu moins peut-être que tu savais aussi et aussi je me suis un peu laissé porter par mes émotions, mais je me souviens que quand je l'avais vu au cinéma, vraiment quand cette scène-là en particulier, j'ai les larmes. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que toi, tu l'as vu au cinéma. Ouais. Et mais au cinéma, c'était... moi, je suis... Comme pour beaucoup, même pour toi, on est des défenseurs et des défenseuses des salles de cinéma. Bien sûr. C'est des films qui sont à voir. C'est vrai que c'est pas un regret de pas l'avoir vu au cinéma, parce que, je suis passé à côté. Mais c'est un film que j'aurais bien aimé voir, pour le coup. Et que je pense que j'irai voir si un jour il est reprojeté. Moi parce aussi. Que... je pense que les émotions dans une salle de cinéma sont complètement décuplées. C'est complètement décuplé et justement cette vue sur le ciel étoilé avec l'écran du cinéma, mais je peux vous jurer que c'était vraiment, j'étais émerveillée quoi. Vraiment. Ça m'a rappelé un peu l'affiche d'un film qui est sorti il y a 12-13 ans qui s'appelle Une merveilleuse histoire du temps. C'est un film avec Eddie Redmayne, qui a joué dans Les Animaux Fantastiques, tu vois. Oui, mais j'adore ce film. J'adore ce film. C'est un film qui m'a... Par contre... Sur la vie de... Stephen Hawking. Ouais, et alors... Qui est génial, ce autant film. Life of Chuck, j'ai pas eu la larme à l'œil, parce que, je sais pas, je pense que c'est le fait de pas avoir été dans une salle de cinéma, être complètement dans l'immersion. Mais
donc le titre en anglais c'est The Theory of Everything. C'est un film de James Marsh. J'ai chialé. En même temps, je le vois alors. Non, mais toute la il est séquence trop où il se marie, où il a un enfant, Ah oui. et que tu le vois, sa santé dégradée. Enfin, c'est déchirant. Et encore Avec une fois, Franck Leboeuf dedans quand même. Hein. Ouais, et encore une fois, la science, même si on n'y comprend rien, de base, c'est compréhensible quand même. C'est ça. Et en fait, j'ai fait beaucoup de parallèles pendant le visionnage de Life of Chuck à ce film-là et à d'autres films aussi. J'avoue. Mais parce que l'émotion, parce que le travail sur les personnages, très fin. l'image, la colorimétrie du film est très forte. Oui. La colorimétrie. Surtout le deuxième acte. Je veux dire, le premier m'a énormément. Enfin, moi, ça m'a rappelé Spielberg, mais ça, on en reparlera. Franchement. On reparlera de Spielberg. On va te laisser parler de Spielberg. Mais est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le troisième acte ? Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Moi non plus. Enfin, oui, je pense qu'on a à peu près tout à part dit. ce truc, je pense quand même c'est important à préciser que souvent en tout cas moi, ce qui va m'accrocher dans un livre ou dans un film, c'est de comprendre tout de suite ce qui se passe. Ouais. Et d'avoir une idée claire de ok, ça c'est tel personnage, ça machin et tout. Alors que là c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment, on est dans la confusion la plus totale. Il y a cette espèce de truc angoissant avec Chuck qu'on voit de plus en plus partout, tout le temps. Au début, c'est juste un panneau. À la fin, c'est carrément un hologramme dans les maisons. Enfin, vraiment, dans toutes les maisons. Et à chaque fenêtre. Voilà. Sur toutes les fenêtres. Voilà. C'est limite l'envahisseur, quoi. Tu vois, vraiment. Ouais. Et du coup, moi, je me souviens, en tout cas, la première fois que je l'avais vu, j'étais vraiment en mode waouh, qu'est-ce que c'est que ce film ? Qu'est-ce que je regarde ? Et en même temps, comme tout de suite on est dans une medias res, quoi, donc dans le vif du sujet, il y avait aussi ce truc de ça m'a quand même chopé très vite, quoi. Ça veut dire que 40 minutes, c'est ça c'est 40 voilà. Minutes, en 40 minutes, ils ont quand même réussi à me toucher assez pour que je pleure à la fin, tu vois. Enfin, tu vois, il y a aussi ce truc-là de se dire, ils ont quand même été. Mais il y a tout un travail sur l'émotion dans l'acte 3 et même sur l'image, parce que même si on a des plans qui sont très scolaires, la couleur, j'ai noté pendant le visionnage, la couleur dans l'acte 3 qui domine le plus, c'est le bleu. Et très souvent, on assimile le bleu avec l'émotion, la tristesse. Et ça fait très vite le lien. Et c'est pour ça que je pense qu'on a été très touché avec le côté romantique du film. C'est très lié. Probablement. Mais voilà, c'est d'une beauté. Visuellement, franchement, c'est pas une claque, hein, mais c'est très réaliste. On est très ancré sur très terre à terre. Et ça fait son café. Ça fait une rime en plus. Donc, Mais oui. Bah oui, exact. Bah oui, alors que ça fait le taf, ça rime pas. Ouais. Voilà. C'est l'expression du quotidien. Voilà. Finalement, tu les réinventes. C'est le côté Fably qui est en toi. C'est le côté création littéraire. C'est l'écrivain qui reparle. Ouais. Voilà. Parce que je suis entourée d'écrivains. Sortez-moi de là. Au secours. Ah, ça te ferait, je pense. Arrête, t'adores ça. Ouais, en plus. En plus, j'adore ça, c'est vrai. Faut pas oublier qu'un film, à la base, c'est quand même du papier. Ouais, voilà. C'est de l'écriture. Oui. Et le scénario est en ligne de Life of Chuck, et je vous invite vraiment à le lire parce que on voit les dialogues, enfin on les entend dans le film, mais je pense que quand on les lit, ils sont beaucoup plus percutants. Et on voit ce travail de mise en scène qui était écrite. On parle de l'acte 3, quand ils se disent qu'ils s'aiment. Dans le scénario, c'est écrit d'une autre façon, mais c'est tout aussi beau. Et je pense que c'est beaucoup plus percutant parce qu'on le lit et on l'imagine. Donc la force d'un film, c'est déjà de l'écriture. C'est l'écriture bien sûr. De base. Bien sûr. Mais est-ce des maths ? Ah bah oui. En vrai, oui, puisque tu sais, il y a... Parce que tout est maths. Moi, j'ai retenu ça du film. Tout est mathématique. Mais tout est mathématique. En vrai, si on se fie d'un point de vue sémiotique, il y a toute une structure, en fait. C'est un peu comme la formule parfaite de faire un film. C'est ça. Et il y a des façons, par exemple, j'entendais des scénaristes qui disaient qu'il faut que le film soit posé à partir des 15 premières pages du scénario. Si c'est pas posé, ce sera forcément mauvais. Ah oui. Alors que là, on va mettre beaucoup de temps. Et là, ça contredit, là. En fait, quand tu lis le scénario, tu te rends compte qu'il pose quand même les bases très vite. Ah ouais. Faudrait que je lise ça. Mais je pense que, si je me rappelle bien, on est dans les 15-20 premières pages où on comprend, en fait. On sait pas ce qui se passe, on comprend pas le raisonnement, mais on comprend que c'est de la fin du monde. Oui. On comprend. Ça, c'est assez évident. Déjà, ils ont plus de réseau internet, ils perdent la télé, ils perdent le réseau mobile, ils peuvent plus conduire, il y a des gouffres.
c'est quand même un stéréotype, je trouve, parce que il y a une opposition quand on parle de l'acte 1 et même de l'acte 3 par rapport au monde dans lequel ils vivent. Oui. C'est là où tu vois dans l'acte 3 la dépendance de la technologie quand même. Si on n'a pas internet, si on n'a pas de téléphone, tu vois les gens qui sont désespérés. Ah oui. Il y en a, ils parlent d'un site pour adultes à un moment donné. Ouais. Mais tu vois qu'on ne nommera pas. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai évité d'en parler, mais tu sens le gars dépressif au possible parce qu'il peut plus y avoir accès, quoi. Il est malheureux comme tout parce qu'il a plus accès à ce site et t'es là en mode oui, bon, il y a peut-être pire dans la vie. Bon, sa femme l'a quitté pour aller avec son premier amour de jeunesse ou son amour depuis un mois. Oui. Bon. C'était ça, mais... il est triste. Il est triste et il ne peut plus aller sur son site pour adultes, ça ne va plus. Et comme les enfants, quand ils sont sur leur téléphone et qu'ils disent « Ah, mais on n'a plus accès à Internet, comment ça se fait voilà. Et puis la télévision, petit à petit. C'est vraiment comme des allégories, en fait. Oui. Surtout qu'en plus, c'était hyper drôle parce que j'ai dit à Lucie à un moment, j'ai dit « Ouais, voilà, ils se plaignent pas, ils ont la télé. » Littéralement, 10 secondes après que Crystal m'ait dit ça, on voit la télé qui se coupe en mode « Désolé. » Ça, c'est peut-être un reproche que je ferais à l'acte 3, justement. Je le trouve très téléguidé. Ouais. C'est-à-dire, tu sais un peu ce qui va se passer, à part pour les étoiles où j'avoue, j'étais un peu... Je me disais, il allait se passer un truc, mais je savais pas que ça allait être ça. Mais tout de suite, tu voyais regarder la télé, ça va couper, ben voilà, ça, ben oui, ça coupe, et en même temps, je me dis, comme on rentre directement dans le truc, on sait pas trop où est-ce qu'on est, on comprend pas trop, il faut bien qu'on s'accroche à des choses qu'on peut reconnaître pour accrocher au film, parce que si en plus de ça je sais pas, je dis des bêtises, mais il y aurait des aliens qui auraient débarqué, enfin tu vois, genre non mais je me suis demandé si voilà, Chuck n'était pas un alien quelque part. Mais en vrai, oui, moi aussi, parce qu'en fait, comme on sait rien au début, c'est très énigmatique. Du coup, ça joue sur les clichés aussi, quoi. Ouais, ça joue aussi sur les clichés. Ouais, merci Chuck, de partout, là, dans l'avion, les tags, les machins. Les tags, la promo du film, enfin, t'as vu le Blu-ray, c'est un marque-page et un sticker, merci Chuck pour ces 39 merveilleuses années, quoi. Voilà, c'est quand même bon... Et même le synopsis s'entoure de ça, quoi. Voilà. Donc finalement, Chuck n'est-il pas un extraterrestre ? Au début, je trouve que la théorie n'est pas folle. C'est l'acte 2 qui détruit cette théorie. Ah ouais. Mais l'acte 2 est tellement incroyable. Tellement c'est... Ouais. Oui, il est savoureux l'acte 2. Et bien justement, passons à l'acte 2. Yes. Passons à l'acte 2. Avec, on n'a pas parlé, mais il y a une voix qui il faut qu'on en parle du narrateur. Oui, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Ça m'a rappelé, il y a une théorie, parce que je travaille sur le cinéma de Wes Anderson en dehors. Je travaille pas pour Wes Anderson, pour ceux qui veulent savoir, mais j'analyse ses films, et ça m'a rappelé The French Dispatch, qui en fait est un sorte de film à sketch, mais qui est un livre. Et ça répond à la théorie du livre est un livre. Enfin, d'un film est un livre, pardon. Mais bien sûr. Et en fait, Life of Chuck est clairement dans cette théorie-là, avec un narrateur, parce qu'il y a des moments où il dit-il, enfin, tu vois, je n'ai plus l'expression de ce que c'est, mais et puis il raconte... Insiste-t-il, je crois. Insiste-t-il, dit-il, enfin, que des phrases... Pensa que... non. Ouais, des verbes d'action aussi, il utilise à des moments, et on a vraiment, comme si c'était lu par quelqu'un, ouais. Exactement, comme si la nouvelle nous était lue et qu'on avait aussi l'image. Et donc je trouve que c'est vraiment cette théorie-là. C'est très littéraire et théâtral et cinématographique, et c'est c'est l'expressionnisme allemand, ça. Non, ça rejoint un peu ce que je voulais dire avec Wes Anderson, c'est que Wes Anderson, il fait de l'art total. Oui. Et là, on a vu clairement un exemple, probablement d'art total, où visuellement, on a quand même quelque chose qui est très travaillé, et on le voit dans l'acte 2 qu'il y a aussi un travail sur les couleurs. Esthétiquement parlant, enfin tout ce qui est sculpture, peinture, enfin donc tout ce qui est art plastique, on le voit. La musique dans l'acte 2 qui est vraiment fort. Oui. Et après le côté très visuel, enfin voilà, on est sur un ensemble de l'art total, et je trouve que l'acte 2 résume très bien ça. Ouais. L'acte 2 qui est... Et le côté littéraire évidemment, le théâtral, enfin voilà. Ouais. L'acte 2 où on voit Tom qui arrive. Ouais. Et qui est hyper bien habillé. Très classe, businessman. Très stylé, propre sur lui. Tu te dis... lunettes, pas grosses lunettes pour le coup. Ouais.
Il marche, bon, il prend son petit journal, il lit son petit journal, tranquille et tout. Et en parallèle, le narrateur nous a mis le personnage d'une femme qui fait de la batterie. Et on se dit... Et d'une autre femme qui vient de se faire larguer de manière abominable. C'est-à-dire par texto. Voilà, de manière abominable par un goujat. Un lâche. C'est vraiment le... Restons amis. Restons amis. Mais alors, pour l'anecdote, il y a vraiment tout un travail de couleur dans ce passage, parce que la femme porte une robe rouge, si je me rappelle, et ça montre un peu ce côté colérique, parce que le narrateur dit à un moment donné qu'elle se fait larguer par SMS, elle est très en colère, elle dit des mots grossiers et tout, et donc on voit en elle en fait de la colère, que ce soit physiquement ou que dans le développement du personnage. Et c'est là où ils ont fait un contraste avec le personnage de Chuck, qui est habillé de manière plutôt sobre et neutre et classe, et comme le narrateur dit de celle qui joue de la batterie, elle pensait vraiment qu'il passerait et qu'il s'arrêterait pas, et en fait il s'arrête et il joue, il danse vraiment super bien, alors que mettons qu'il aurait eu un costume plus coloré, peut-être qu'on aurait pu déjà se dire il a cette capacité là en lui et tout de faire ça, et peut-être qu'elle-même en jouant de la batterie, même si c'est le narrateur qui raconte, mais se serait dit peut-être qu'il va s'arrêter, alors que là vraiment pour elle elle était sûre qu'il allait passer et fin de l'histoire. Et heureusement qu'on avait le narrateur. Ah oui. Mais il y a vraiment ce travail de couleur. Il y a un peu ce côté de 60% d'une couleur, 30% d'une autre couleur et 10%. Les 60% par exemple c'est le jaune, la golden hour, parce que c'est un peu, on va dire, ça se passe un peu en fin de journée, on voit le soleil qui se couche. Ça joue énormément sur le truc de se dire on a passé une bonne journée, puis ça se termine bien. 30% pourrait parler des gens qui sont autour et de la neutralité de Chuck dans les couleurs. Et le 10% c'est le rouge. Et c'est le rouge qu'on voit le plus en fait. C'est démarque. Parce que dans toute la foule, on voit que elle. Oui. C'est la seule. Mais et puis tu comprends tout de suite après que elle va venir, elle va danser avec Chuck. C'est la seule que tu vois. Et puis en fond on entend la batterie quand elle s'approche de justement de là où la meuf joue de la batterie, et pareil Chuck quand il s'approche aussi on entend la batterie et tout au fond. Et parlant de la batterie, c'est la remarque que j'ai dit à Crystal quand on a revu le film là, et en fait je lui ai dit moi la batterie c'était pas forcément un instrument qui m'intéressait plus que ça, dans le sens où pour moi c'était très inconscient dans ma manière de penser la musique, c'est-à-dire que vraiment c'est ce qui permet de faire des percussions et tout, ok cool, voilà, moi ça s'arrêtait là. Et en fait là avec ce film très précisément, j'ai découvert la batterie comme instrument à part entière qui est capable de faire un rythme, de jouer quelque chose et entraîner une danse à part entière quoi. Et puis en fait je pense que je sais pas, j'ai pas lu la nouvelle de Stephen King puisque c'est une adaptation, je sais pas si on l'a lu au début, mais non, on l'a pas dit. C'est une adaptation de Stephen King. Donc c'est peut-être pour ça aussi la présence du narrateur. Je suis très curieux de voir justement si c'est utilisé mot pour mot comme on a avec French Dispatch de Wes Anderson, où il lit clairement l'article en fait à chaque fois. Et je me demande si la batterie est présente dans la nouvelle. Mais dans le film, je trouve qu'elle a beaucoup plus de sens parce que en fait, ça rappelle un peu les battements de cœur, la batterie. Pompiche. Après, c'est beaucoup plus tonique. Mais en même temps, quand on danse, c'est exactement. Tonique. Les mouvements de cœur sont plus rapides. T'as tout dit, voilà. C'est génial. Quand tu danses, généralement, ton rythme cardiaque, il s'accélère. Oui, mais il y a tout ce travail sur la danse dans le film qui est formidable. Je pense qu'il y a ce côté, s'il n'est pas dans la nouvelle, le choix de la batterie est vraiment bien justifié, je trouve, si on doit parler de battement de cœur. Parce que en plus j'étais en train de réfléchir en termes d'art de rue, au niveau de la musique, qu'on a plutôt l'habitude de la guitare, mais ça c'est plutôt en France, je dirais, de manière générale, donc je sais pas concrètement en Californie si la batterie de rue c'est quelque chose qui se joue énormément, mais en tout cas pareil, moi je savais même pas que jouer de la batterie ça pouvait se faire dans la rue, enfin vraiment toute l'installation qu'il y a à faire, c'est ça, le cliché de la batterie dans le garage. Ça fait tellement de bruit que forcément c'est pour ça donc voilà, ça a vraiment cassé plein de préjugés que j'avais sur la batterie, et je trouve ça trop cool, vraiment. Mais cet acte 2 était vraiment un moment hors du temps. Enfin, et ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est le souvenir de la danse pour Chuck, parce que en fait le montage est très linéaire, mais quand Chuck veut réfléchir à danser,
c'est un peu entrecoupé par quelques plans. Par le flashback, on comprend qu'il y a un souvenir qui est là, on comprend après pourquoi dans l'acte 1. Ouais, l'acte 1 nous montre littéralement le souvenir. C'est ça, exactement. Et pourquoi il s'est mis à danser, parce que ça rappelle un souvenir. Et je trouve que ce moment-là, c'est peut-être les 15 plus belles minutes que j'ai pu voir du film, et depuis très longtemps, je pense. Et aussi le fait que la danse entre les deux soit pas romantisée. Enfin, en gros, qu'on se dise pas... Genre, vraiment, il lui dit « Viens, petite sœur ». Quand il l'invite à danser, c'est pas viens, ou alors viens tout court, c'est vraiment viens petite sœur. C'est tu ce comprends truc pourquoi il dit ça. Oui, bien sûr qu'on comprend. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a vraiment ce truc, parce qu'au début de l'acte 2, on nous dit qu'il est marié, qu'il a un enfant. Qu'il est très fidèle. Et on va pas se mentir, la jeune femme est charmante. Et du coup, tu vois, au début, t'as toujours ce truc de se dire ok, parce que la danse, c'est quand même quelque chose qui rapproche de manière générale, mais c'est du corps à corps. Voilà, c'est ça. Donc ça reste quand même très sensuel, hein, on peut se le dire. Et en fait, exactement. Pardon, j'étais obligée de le dire comme ça. J'ai failli me dire, et je me suis dit, mais voilà. Non, c'est pas, moi je le fais. Pour le savoir, il faut écouter l'épisode podcast d'avant. Il faut avoir écouté le podcast sur la famille Addams. Voilà. Pour comprendre pourquoi est-ce que c'est sensual. Exactement. Et en fait, ce truc de viens petite sœur, c'est tout de suite... tout de suite on se dit ok non en fait ils vont juste kiffer un moment c'est pas sensual et pas non c'est très stylé mais c'est pas sensual. C'est pas sensual. Puis c'est différents genres de musique, il y a un peu un petit côté salsa, on passe sur de la bossa nova à un moment donné. C'est ça fait. Et franchement c'est pas romantisé, c'est pas exagéré, c'est vraiment posé. Ouais. Et puis en plus, il rassure tellement la femme, que ce soit dans la danse ou dans les dialogues juste après. Ouais. Et je trouve que c'est un moment formidable. C'est vraiment... Bon, par contre, on passera un peu... Ça, c'est le seul truc qui m'a légèrement... Alors, mais quand j'ai légèrement, c'est vraiment légèrement fait tiquer, mais en même temps, comment veux-tu... Bien évidemment que c'était chorégraphié. Tu vois, genre, il y a aucun hasard. Mais il y a des films qui réussissent à peut-être faire un peu plus ce côté hasard de on se met à danser, on sait pas trop comment faire et tout. Mais en même temps, pour le rendu du film, il fallait forcément que ça soit un moment génial et que du coup... Ça m'a rappelé les comédies musicales de l'époque. Voilà, Jacques c'est Demy, ça. La La Land aussi. Mais je pense que c'est... Peut-être que Mike Flanagan l'a pensé comme ça. Oui, en fait, bien sûr. Je veux mon moment comédie musicale. Voilà, c'est ça. Ça se trouve, c'est ça. Ouais, bien sûr. C'est truc, Life of Chuck, c'est pas le style de film que je mettrais comme meilleur film de tous les temps, mais ça se regarde, c'est beau, c'est super bien amené, ça apporte une certaine émotion. Ouais. Surtout avec les scènes de danse. Ouais. Je dis parce que les scènes de danse avec sa mamie. Voilà. Moi, ça m'a... Tu parles déjà de l'acteur, là. Je pense qu'on peut passer à l'acte 1, sauf si vous avez d'autres choses à dire. Parce que l'acte 2, il fait 15 minutes. Donc, en fait, c'est génial, mais il y a beaucoup de choses à dire aussi sur l'acte 1. L'acte 1, c'est plus long. C'est le plus long. C'est 1 heure, c'est là où toute l'histoire se révèle. C'est là où on comprend tout, on voit que il s'est mis à la danse avec mamie. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, d'abord, on apprend que le pauvre Chuck n'a pas de chance dans sa vie. Oula. Parce que ses parents et sa future petite sœur meurent dans un accident de voiture quand il a 6 ans. Ouais, 6 ou 7 ans. 7 ans. Ouais, 6-7 ans. Ouais, et qu'après il se passe 3 années où c'est un peu pas trop la joie à la maison, ce qui est un peu normal. Parce que du coup il vit avec ses grands-parents. Parce que c'est papy-mamie qui l'éduque. Voilà. Ouais. Et pendant 3 ans, c'est la dépression pour tout le monde. Et puis un jour, mamie met de la musique. Et elle commence à danser. Et elle fait des petits rythmes pendant qu'elle cuisine sur la casserole, qui sont le fameux souvenir qu'on a dans l'acte 2. Et j'aime bien le narrateur qui disait elle danse sur une musique qui ne devrait pas lui plaire à la base. Oui. C'est musique moderne. Oui, Chuck devrait la juger parce que c'est pas une musique de son âge. Et on peut avoir beaucoup d'années et aimer des musiques récentes. L'acte 1 est source de révélation. Ouais. Et donc on découvre la passion pour la danse avec la grand-mère. On découvre
on découvre cette fameuse histoire de si le monde avait été créé le 1er janvier, etc. C'est là où toute en cette fait, théorie, où tout se met en place et on se dit et on retrouve des objets, la bouteille d'alcool par exemple, c'est la même bouteille d'alcool que buvait le personnage masculin, qui est en fait un professeur qui est un prof de l'enfance de c'est Chuck. ça, et qui est professeur dans l'acte 3 c'est ça, c'est ça. Bah, professeur et musicien parce qu'il repart avec une guitare. Oui. Il repart avec une guitare. Oui, dans l'acte 3, oui. Oui, c'est vrai, oui, au tout début, oui. Dans l'acte 1, il repart avec une guitare. Quand il quitte le bureau et... Quand il quitte la salle de danse, enfin le gymnase de la danse, vers la fin, il repart avec une boîte de guitare. C'est vrai, il tape sur l'épaule de Chuck, il dit bien joué et il part avec la guitare. Donc il était prof et musicien. Possiblement. Voilà. On retrouve le téléphone qu'utilisait sa compagne. Voilà, parce que ça m'avait marqué, moi, dans l'acte 3. Lui, il utilisait son téléphone portable et elle utilisait un vieux téléphone fixe. Oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Et je m'étais dit, pourquoi Bah à ce moment-là, enfin comme c'était un peu la fin du monde, moi ça m'étonnait pas tant que elle cherche à joindre le prof par un téléphone fixe et pas un téléphone portable. Ouais, mais je sais pas, moi je me suis dit pourquoi. Et on le retrouve dans l'acte 1. Il y a plein de petits rappels, petits détails comme ça. Les personnages, on les revoit. Et en fait, c'est quand on revoit les personnages, on se dit d'accord. Ah oui, en fait, moi par exemple, dans l'acte 2. Il y a la petite fille qui joue au roller. Qui fait des rollers. Et je lui ai dit... Et il y a aussi l'infirmier au bar. Oula, il se passe... Oui, c'est vrai. Et j'étais en mode, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, je vois la danse de la grand-mère, je fais, ok, c'est bon. Oui. J'ai compris. Oui, mais parce que quand on a vu la petite fille au roller, j'ai dit, mais elle est partout, celle-là. Oui, vraiment, Crystal m'a dit ça. Mais je pensais exactement la même chose. Donc comme quoi, le film nous a bien captivés. Hein. Ouais. Bah ouais, parce que on la voit et on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait encore là à faire des rollers la gamine? Pourquoi elle a traversé les États-Unis. Et puis c'est pas la bonne époque là du coup. C'est vrai, oui. C'est pas le bon timing. Non, c'était 9 mois après avant, c'était 9 mois avant, hein, c'était pas si choquant. C'est vrai. Parce que la colorimétrie dans l'acte 2 fait qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus ancien, que c'est plutôt années 80. Le côté jaune, oui. Voilà. Ouais. Alors qu'en fait c'est 9 mois avant qu'on le voit sur son lit de mort littéralement du coup. Oui. J'ai peut-être même un regret sur ça, je trouve que le développement des personnages, notamment de la femme de Chuck et de l'enfant, puisqu'il a un enfant et on le voit juste. Il a un enfant, il est pas moche. J'adore l'acte 1 parce que c'est la photo de Spielberg, le truc. C'est... Voilà, mais c'est vrai que Chuck, avec les lunettes, ressemble pas mal à Stephen King enfant. Et à Spielberg aussi. Enfin, après, si ça se trouve, c'est que moi qui pense qu'il ressemble à Spielberg. Hein. Parce que j'ai revu Fabelmans il y a pas longtemps et donc du coup, j'ai fait le lien comme ça très vite. Mais on peut parler de d'autres films avec cet acte 1. On peut parler de Billy Elliot avec l'histoire de la danse. Puisqu'il se retrouve à être l'un des seuls mecs. Ils sont 3 et je crois qu'il y en a un qui essaie de se barrer à un moment donné. Qui essaie de s'enfuir. Et vraiment, la prof est incroyable. La prof. La prof... Ah ouais. Ouais. Gay panique fort. Ah si, il faut le dire. Il faut clairement le dire. Quand elle arrive au bal dans son costume. Je me dis, elle est androgyne. Ça me... petit côté androgyne, mais ça lui allait bien. Ça lui va très bien. Ça lui allait très bien. Quand elle arrive dans son petit costume, t'es là en mode... Moi j'étais Wes Anderson. Et aussi une chanteuse qui avait cartonné il y a 20 ans qui s'appelle La Roux et elle avait ce côté un peu androgyne où elle portait des costumes, des costards cravates et elle avait à un moment donné soit une coupe un peu mec banane mais elle avait à un moment donné les cheveux longs. Ça me dit rien mais... C'est La Roux mais sans le E c'est un X en fait et je parle du moment où elle a sorti un deuxième album et elle avait des cheveux magnifiques, vraiment un roux pétant. Et elle portait des costumes pareil comme la prof de danse qui moi m'a plu hein. Franchement j'étais en mode elle est géniale. Ah bah franchement c'est un très bon personnage. Elle m'a rappelé ma prof de danse justement. Ouais. Non mais si elle colle vraiment bien. Bah de toute façon en fait je dirais même 100% des... J'ai pas eu
cette impression de dissonance parfois qu'on peut avoir quand un acteur joue un rôle qui en fait on sent que je sais pas ils ont pas trouvé la justesse qu'il fallait pour le rôle, alors que là je trouve que littéralement tous les personnages sans exception, mais même au début là quand il croise son voisin, le prof quand il croise son voisin là qui oui, je le mentionne parce que dans l'acte 3 oui l'américain très cliché, c'est ça, et en fait tous les personnages sont hyper justes et je trouve que c'est génial que tous les acteurs aient réussi et actrices aient réussi en fait à arriver à cette justesse. Moi il y a un truc aussi qui m'a plu dans cet acte 1, c'est cette notion de transmission. Il y a vraiment tout un truc de transmission avec la maîtresse, la prof de Chuck qui lui dit tu es une source de multitude, ce qui est le titre de l'acte 1. Et il le dit très souvent même aussi dans l'acte 1. Ouais. Il y a vraiment ce truc de transmission. Et même par rapport à Chuck et la prof de danse, on pense qu'elle a 20 ans d'expérience et tout ça. Et en fait, Chuck, à un moment donné, se met à faire un moonwalk venu de l'espace. Oui. Et elle est en mode, mais je sais pas faire, donc montre-moi ça. Ouais. Et c'était trop touchant. Ça, c'est trop chouette, ouais. Et ils se sont tous mis à le faire de manière... ça, c'était marrant. De manière hyper drôle, et le narrateur qui dit ce jour-là, le cours a terminé 30 minutes plus tard. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, il y a un truc de transmission dans ce film qui est très fort. Bah, c'est tout l'acte 1 de toute manière. C'est la grand-mère transmet à Chuck, transmet... Enfin, la prof transmet à Chuck, parce qu'il y a un moment où on nous dit Bachata, il connaît... ça il connaît, et ça, il ne connaît pas. Et Chuck qui dit, je le connais pas, c'est vrai. Ouais. Qui est très drôle. Et il y a aussi l'apprentissage des mathématiques par Camille, voilà. Ouais, le grand-père. Par Luke. Par Luke. Je pense que si tu dis Luke, on va comprendre en fait. Par Luke Skywalker. Mais, par un Jedi. Oui, et ce passage sur les maths d'ailleurs est très fort, je trouve, parce que vraiment, je pense que... Bon, tu vois déjà qu'il a eu l'impact en fait dans le métier de Chuck en fait. Oui, je crois qu'il devient il devient comptable. Il devient comptable en fait, comme son grand-père. Il suit ce truc. Mouvement. Bon, j'ai juste pas aimé la fin du discours de Luke du coup, parce qu'en fait donc il y a vraiment tout un truc où il explique à Chuck qu'en fait tout est mathématique, littéralement. Ouais. Tout, et c'est vrai parce que la danse c'est un tempo, la musique c'est une rythmique, la poésie c'est de la métrique, enfin vraiment littéralement tout est mathématique, même si c'est hyper inconscient pour nous. Après il parle bien évidemment d'autres choses, d'architecture etc, où là on utilise les maths de manière beaucoup plus consciente. Et mais bon voilà, à la fin il lui dit voilà, donc ça les maths c'est sûr, la danse c'est pas sûr, donc dirige-toi vers les maths. Ça j'étais en mode j'aime pas trop, mais en même temps je comprends. Mais... Est-ce que c'est pas aussi une question de génération? Bien sûr. Les parents voulaient que leur enfant fasse tel type d'études, et c'est vrai que les maths c'était le truc tendance à l'époque. C'est vrai. Ouais. Et, ce qui m'a par contre plu dans l'acte 1, c'était donc ce côté très Spielberg où c'est raconté à hauteur d'enfant. Et c'est filmé à hauteur d'enfant. On n'est pas dans un truc où c'est un adulte. Le narrateur c'est un adulte, mais la caméra est très souvent à hauteur d'enfant, et donc du coup on suit le truc, et ça me rappelle évidemment tout ce qui est Spielberg, avec E.T., Hook, enfin... bien sûr, même Zemeckis, on peut le dire comme ça. Enfin, il y a énormément de références à Retour vers le futur dans cet acte-là. C'est fou. Le bal où il y a écrit derrière Back to the Future, et même le bal en lui-même qui rappelle la féerie dansante des sirènes. Est-ce que tu as vu Retour vers le futur? Non. Alors vraiment, je te recommande le 1, surtout le 1. Ouais, mais tout, beaucoup entendu. Ça fait partie des classiques qu'il faut que je vois dans ma watchlist. Ça, regardez. Je les ai regardés avec mon petit frère qui a aujourd'hui 13 ans. Petite prise de conscience. Et du coup, les calculs sont simples. Il avait 9 ans quand on les a vus, et on s'est fait les 3 d'un coup. Ça a été un petit marathon qu'on s'est fait, et vraiment il a beaucoup aimé, et vraiment, et puis il était là en mode non, c'est des bons films, j'aime bien. J'étais trop contente. C'était mon premier souvenir de film que j'ai vu petit en film live, c'est-à-dire en prise de vue réelle. En fait, pour l'anecdote, j'avais 6 ans. Et mon père voulait me mettre devant un film, et il avait trouvé une VHS, et c'était Retour vers le futur. Et j'ai tellement adoré cette VHS que je la regardais à chaque fois. Et un jour, Retour vers le futur est passé à la télé, et je me dis, mais
on est vraiment devant le film là et tout. Et en fait, j'avais réalisé que mon père avait dû enregistrer que la deuxième moitié du film. Et donc Marty était déjà au lycée en 1955. Et en fait, je connaissais pas le début. Et je me suis pris une claque. Enfin, la musique dans ce passage. J'avais pas vu la course-poursuite avec Biff. Dans Hill Valley, j'avais pas vu quand Marty se met au rock, Power of Love et tout. Et c'est le souvenir le plus marquant de ma vie. Peut-être d'un point de vue cinématographique. Ah ouais. C'est pour ça qu'il est plus fort, tu vois. Et je vois beaucoup plus facilement les références. Bah oui, Hugo. Non, mais même, tu vois, c'est du détail, mais je pense que Mike Flanagan s'est bien fait plaisir. Mais le copain de la danseuse avec qui Chuck danse, il a une chemise en jean et une doudoune rouge. Oui. Ouais. Et je me suis dit, c'est Marty McFly, ça. Je suis sûr qu'ils ont fait une référence à Marty McFly. J'avoue, maintenant que tu le dis. Waouh, bah du coup, ça me donne envie de voir le film. Maintenant que tu le dis, ça... Et que tout le monde est tiré à quatre épingles, Chuck y compris. Et lui, il détonne vachement, le copain détonne vachement parce qu'en fait, il est justement ça marque l'opposition, justement. En jean et en doudoune rouge. Et Crystal m'a fait ce truc de... Ah, mais il a même pas fait l'effort de s'habiller et tout. Elle devrait le quitter. Ah, génial. Bon, après, on sait pas si elle l'a quitté, mais... Thèse de Lucie, elle l'a quitté. Moi, ma thèse, c'est qu'elle a quitté à partir du moment où elle a embrassé Chuck. C'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Et ouais. Et puis, il était pas content, après. Mais il a rien fait. N'Chuck, il était très content, mais le copain n'en était pas très content. Qu'il a fait quelque chose... Pendant tout le long du film, on a cru que la cicatrice de Chuck venait d'une bagarre avec lui, et en fait, la raison était différente. La raison était un peu nulle. Un petit emportement. Elle était... ouais. Parlant de déception, est-ce que tu t'en es remis? Parce que pendant tout cet acte 1, il y a quand même un grand mystère sur la chambre qui est au grenier, il me semble, quelque chose comme ça. L'époque victorienne. Voilà, c'est ça. À un moment, le discours du grand-père qui dit en fait ce sont des fantômes qui sont là-haut, donc voilà. Bien évidemment, Chuck a qu'une seule envie, c'est d'y aller, donc il profite d'un soir où son grand-père, la grand-mère était déjà morte à ce moment-là, son grand-père... Ça, on l'a pas dit, justement. Mamie meurt de manière atroce au magasin. Oui, et devant... Le pire, c'est que Chuck savait comment ça s'était passé. Oui, parce qu'on lui a raconté. Oui, alors, on lui a raconté, mais c'était que je pense que c'est le grand-père qui a dû voir où il y avait une histoire comme ça, je crois. Il a vu la mort de la grand-mère ou quelque chose comme ça. Justement, c'est la théorie de la fin de la narration. Parce que donc du coup, la grand-mère meurt, le grand-père qui buvait déjà boit encore plus, et donc il y a un soir où il dort, et Chuck en fait va prendre les clés, va monter à cette fameuse chambre tout en haut, et en fait va ouvrir la porte, sauf que à ce moment-là, très précisément, bien évidemment, le grand-père arrive et lui dit non, écarte-toi de là. Bon, il le pousse même un petit peu et tout. Et d'ailleurs, non, il s'en veut. Il s'excuse et ça se voit qu'il s'en veut vraiment et qu'il a conscience que ce qu'il vient de faire, c'est mauvais. Et c'est pas du tout de l'époque en tant qu'homme, en tout cas, ou même en tant que parent tout court, je dirais, de reconnaître qu'on vient de faire du mal à son enfant et qu'on a en tort. On est en tort. Oui, mais comme ils l'ont élevé, il y a ce truc-là. Il peut les qualifier de père. Et donc, en fait, et de reconnaître en fait qu'on a eu tort. Et là, on voit le grand-père qui reconnaît ses torts et qui s'excuse. Donc, certes, c'est vraiment pas bien ce qu'il a fait, mais il y a quand même eu ce moment-là après où je suis en mode ok, ça c'est chouette. C'est là où on voit toute la force de l'acting de Mark Hamill. Bien sûr. Moi, quand il était en mode traumatisé, quelqu'un qui juge un talent d'acteur, il va faire mais il est ridicule quand il a peur parce qu'il se cache comme ça, il tient son bras et bon, tu comprends qu'il a un sens pourquoi il tient son bras à un moment donné. Mais après, le changement d'émotion où il prend peur, il ferme, il se met en colère et puis après il est triste parce qu'il culpabilise par rapport au geste qu'il a fait à Chuck. C'est quand même une performance. C'est exceptionnel. Mark Hamill, pour moi, je pense que c'est mon personnage, l'acteur qui se démène bien. Oui, il joue vraiment très très bien. Il se démarque de tous. Donne-le-moi. Donne-moi ça. Oh, je m'excuse. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Je m'excuse, c'est juste que tu peux pas faire ça, Chucky. Tu peux pas, c'est tout. Oh, pardonne-moi. Oh, je m'excuse. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse.
Ouais. Et tout. Bah, surtout que moi je l'ai vraiment pas vu dans beaucoup d'autres trucs mis à part Star Wars. Ouais, pareil. Donc forcément là il change drastiquement de registre. Et donc il y a cette fameuse porte. Donc ensuite on voit qu'il prend peur, mais on ne voit pas ce qu'il voit, en fait on voit son visage, et d'ailleurs on le voit pas vraiment, on l'entreaperçoit parce qu'il y a un jeu sur la luminosité qui est excellent à ce moment-là, où en fait la lumière elle est derrière dans le couloir, et nous on est en contre-jour en fait avec lui, et du coup on devine en fait que ce qui se passe c'est vraiment, enfin ce qu'il voit est vraiment effrayant, mais bref il ferme la porte, il s'excuse auprès de Chuck, Papy meurt quelques temps plus tard, et donc Chuck hérite de la maison et de tout en tant qu'adolescent. Puis en fait donc la fin du film c'est que donc on apprend que ses grands-parents du côté maternel viennent s'installer avec lui dans cette maison. Il va enfin pour une dernière fois monter à cette chambre, ouvrir la porte, et là on découvre l'énorme déception de Crystal. J'ai dit 30 secondes avant, si franchement on voit pas ce qu'il y a dans cette chambre, je serais énormément déçue. Donc moi je lui ai dit ok t'inquiète, en me disant alors on va voir ce qu'il y a dans la chambre, mais il n'y a rien dans la chambre, donc concrètement tu seras déçue. Et en effet, et là je pense que je peux te laisser la parole parce que tu as fait une remarque très intéressante au moment où la porte s'ouvre, la manière dont c'est filmé. Ouais. Ah, des formations professionnelles, hein. Il y a un plan très symétrique. J'ai dit Wes Anderson parce que on le reconnaît, Wes Anderson, pour sa symétrie, mais c'est un imposteur puisque dans tous les films il y a de la symétrie, mais c'est le premier qu'on pense quand il parle de symétrie. Je trouve qu'en plus justement c'est un peu comme il y a un effet histoire à chute. C'est là où en fait on comprend aussi à partir d'un certain moment que on est dans la tête de Chuck dans l'acte 3. On comprend. Mais la révélation finale, on réalise vraiment à ce moment-là, comme une histoire à chute, on comprend que c'est à ce moment-là parce que il y a rien. Puis il tourne et il entend le bip bip qu'on entendait déjà dans l'acte 3. Le moniteur cardiaque. Moniteur, c'est ça, exactement. Et en fait, il se voit. Plus vieux. Dans un état... au bord de la mort, littéralement. En train d'agoniser. Oui. Dans un état peu flatteux. Flatteur. Oui, pardon. Et c'est là où en fait tu comprends le plot twist en fait. Ouais, tu comprends le plot twist complètement. Et puis c'est la promesse qui se fait. Je trouve qu'il la respecte tellement en fait quand tu vois l'acte 2, tu vois sa situation, parce qu'il a quand même ce truc de... Il est resté dans son coin de la famille, mais il a quand même construit sa vie, il a un métier, même s'il a oublié certains éléments, il revient à la danse quand même avant de mourir. Et limite c'est un peu l'intuition de se dire, je sais pas pourquoi je sens que je vais partir dans 9 mois, enfin il savait pas, mais je pense que c'est le truc de... Il sent qu'il est pas très loin. Et peut-être il se remet... Et en fait c'est là où tu comprends et que tu refais le film en fait. Tu remontes le film. C'est clair que c'est à ce moment-là où tu comprends tout. Après il y a le narrateur bien évidemment qui aide en expliquant que donc le grand-père lui fuyait cette pièce parce qu'il y avait vu la mort de je sais plus quel petit deux gamins. Voilà, il avait vu la mort de sa femme, il y avait vu sa propre mort, la fameuse scène où il pousse Chuck de côté. Et donc là Chuck il voit sa propre mort. Et du coup, après, concrètement, moi j'avoue que le fait de capter un peu qu'on est dans la tête de Chuck à l'acte 3, je l'avais compris au moment où on le voit sur son lit de mort, dès l'acte 3 en fait. Ah ouais ? Où on le voit, parce qu'en fait, on le voit sur son lit de mort. Et alors au début tu captes pas parce qu'en fait en plus ça intervient un peu de manière bizarre, c'est-à-dire que jusque là on est très centré sur le couple et là d'un coup on voit ce fameux Chuck dont on nous parle par hologramme et autres interposés depuis le début sur son lit de mort. Et en fait à ce moment-là tu captes pas, mais c'est vraiment vers la fin de l'acte 3 où il y a un moment donné où sa femme elle lui dit c'est bon tu peux partir et tout, et que juste après il y a justement cette scène avec les étoiles et le cut 39 ans c'est trop voilà jeune, c'est ça et le cut voilà et tout. Et moi à ce moment-là je m'étais dit mais en fait c'est lié, enfin ce truc de genre il meurt, tu donc le voyais pas comme ça. Ben moi j'avoue que après je pense que c'est juste une intuition qui s'explique pas forcément, mais c'est vrai que j'avais eu cette intuition là et du coup le reste n'a fait bien évidemment que corroborer cette hypothèse, mais du coup c'est vrai que ça explique, enfin l'acteur explique quand même tout
concrètement, et on comprend quand même beaucoup mieux ce qu'on pressent à l'acte 3, l'acte quoi. de révélation. Oui, Ouais. oui, bah oui. Est-ce que théâtre, l'acte 3, c'est l'acte des révélations, justement, dans la plupart des pièces de théâtre en tout cas, et l'acte 1 pose les bases, etc. Enfin bon, bref, c'est pas qu'au théâtre, de toute façon, de manière générale. Mais là, vraiment, il y avait ce truc de l'acte 3, c'est on comprend pas trop ce qui se passe. L'acte 2, c'est en effet la petite parenthèse enchantée du film. Magnifique. Et l'acte 1, c'est là où on comprend les choses et voilà quoi. Donc c'est vraiment très fort. C'est Ouais. très très fort. Ouais. Et puis c'est beau. Ouais. Visuellement, c'est C'est vraiment très beau. la dernière la photo image- est très belle dans ce film. Ouais, la dernière image, elle est photographie, incroyable. Enfin moi je trouve qu'elle est vraiment Le travail sur le son aussi, on ouais. parle très très peu, mais même en dehors de la musique où je trouve que c'était un peu décevant. Le son, il y a quand même un travail sur le son où c'est très spatialisé, c'est vraiment... Il y a un travail sur les graves, les aigus, Ouais. et vraiment... non, c'est un film qui est réussi, qui est maîtrisé, vraiment. Oui, complètement, oui. Ça n'empêche pas qu'il a des défauts. Bien sûr. Il n'y a rien qui est parfait, mais Bien sûr. c'est un film, je pense, qui mérite l'attention. C'est un film où on voit les retours du film, on se dit, ok, c'est peut-être justifié, on n'en fait pas trop. En fait. Non. Et c'est un film qui vaut le coup, je pense, à regarder, même acheté en Blu-ray. C'est le master du Blu-ray est très beau, hein. Les couleurs dessus jettent beaucoup. Ouais. Bah, c'est un même beau l'affiche, bleu, l'affiche du Ah, film. l'affiche du film est magnifique. Alors, Enfin, il y a plein c'est- d'affiches du film et elles sont très jolies. Ouais. Toutes les affiches du film sont magnifiques. Où tu vois justement les trois Chuck. Moi j'en ai vu qu'une, moi. Mais t'as vu celle où il est assis sur le banc ou en train de danser. En train de Moi, danser. j'ai celle où il est en train de danser. T'as celle sur le banc là qui est juste devant nous. Et t'en as une où il y a les trois têtes de Chuck avec le fond bleu étoilé. Ah, ouais. Et là, limite, j'ai envie de te dire, si tu vois cette affiche-là avant de voir le film, je pense que tu comprends un peu Ouais, bah là l'histoire. Mais ça tu résume... fais totalement spoil, quoi. Ouais, et par contre, le titre du film résume très bien. Tu sais, c'est pas un titre putaclic ou... Ah oui, non, c'est un vraiment, film qui résume... C'est un titre qui raconte bien l'histoire. Ouais. On suit la vie de Chuck. Et on est même dans son fort intérieur. Oui, bah on peut pas faire plus intérieur que, Bah ouais, que c'est là. ça. Parce que là, on est vraiment dans l'acte 1, l'acte 3, pardon, on est vraiment dans sa tête de « je suis en train de mourir, donc tout mon monde s'écroule, tout mon monde intérieur s'écroule, et comme il est dans le coma, enfin je crois que c'est qu'il est dans C'est le une coma. forme de coma, Ouais, oui. il est Enfin, dans le il coma. répond pas, je crois. Il parle pas, Non, il est non, complètement non. endormi. À un moment, j'ai cru voir ses lèvres bouger, mais je pense Ouais. que c'est juste parce que je faisais une fixette dessus pour justement voir si... On le voit bouge, à est-ce peine que- respirer. C'est vrai que quand tu vois, il n'y a pas eu d'insert, tu vois, sur sur une partie du visage, tu vois, il n'y a pas eu de gros plan. Si, sur la main. Oui, pour montrer la Voilà. cicatrice. Mais sinon, il n'y a pas de Mais non, en gros effet, plan sinon, sur les lèvres, sur les yeux. Je crois que Non, on voit juste sur un plan épaule, voire poitrine, ouais. où il est complètement comme ça. Et donc, ouais, je pense que c'est entre l'agonie et le coma. Ouais, bah il est proche de la fin. Hein, dans tous Il les est cas. souffrant. Ouais. Il est pas bien. Il est inerte. Il est pas bien. Ouais, oui, il dort, quoi. Enfin, Ouais. Voilà, on l'entend respirer, je crois. Oui. Dans le son, on l'entend. Bah après, il y a le moniteur aussi cardiaque qui fait qu'on sait qu'il est vivant puisque ça bip. Ouais. Mais sinon, c'est à peu près la seule Le chose. montage alterné sur ce passage est très bien. Le aussi. moniteur qui est du coup, parce que donc l'un des personnages est infirmière dans l'acte 3, et tous les moniteurs, même s'il n'y a plus aucun patient, tous les moniteurs fonctionnent, etc. Et en fait, c'est le moniteur de Chuck. Oui. Et justement parce que... Ça même... aussi, c'est un indice Ouais. qu'on est dans sa Ouais, tête. En fait. et parce que du coup, même dans ce monde intérieur-là, il peut pas s'empêcher d'avoir une certaine part de la réalité. Et donc, c'est le moniteur qui est là, le monitoring qui est là, qui est présent dans ce monde qui est en train de disparaître. Bah, malgré tout, il a quand même des trucs de sa chambre d'hôpital, et c'est pas sa femme, c'est pas son fils, c'est le rythme. C'est un peu comme pour la musique, en fait, finalement, la musique a toujours rythmé sa vie. Il y a une histoire de BPM dans ce film, on peut se le dire, avec la batterie, bien sûr. le capteur. Oui, il y a tout un travail, même avec la danse. On entend la coach à un moment donné, 1, 2, 3, 4. Ce truc de la danse, sur le mouvement, le tempo,
C'est un film qui est taillé comme ça au couteau. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est un film... c'est un film qui parle de la vie et d'une très belle façon. Ça m'a rappelé un film aussi de Terrence Malick qui s'appelle Tree of Life, avec Brad Pitt et Sean Penn. Et c'est sorti il y a pas mal d'années. Et en fait, tous ces films sur l'existentialisme, sur l'humanisme et tout, il y a toujours quelque chose de très fort, surtout visuellement. Ouais. Et la Chuck ne déroge pas du tout à la règle. Non, c'est clair. Et moi, c'est vraiment des films qui me touchent particulièrement. Et donc, forcément, en effet, que Life of Chuck, quand j'avais lu un peu le synopsis qui dit pas tant que ça, finalement... Il raconte un peu l'acte 3. Il raconte un peu l'acte 3, c'est tout, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais on va pas se mentir, le titre du film, comme tu le disais, raconte quand même bien l'histoire, et donc on peut s'attendre quand même à que ça parle de la vie, de Chuck plus précisément, mais voilà, il y a quand même le mot vie dedans. Et c'est pas rien, c'est un indice déjà. Je me demande si on n'entend pas le nom de famille justement dans le film, parce que si on l'entend pas, s'il n'y a pas le nom de famille, c'est Chuck, c'est un personnage. Et d'ailleurs, il s'appelle Charles de base. Oui, c'est ça, Charles. Et je pense surtout le fait qu'il n'ait pas de nom de famille, mais juste Chuck. Je sais pas, je peux me tromper, il y a peut-être le nom de famille dans le film. Il y a un nom de famille, je crois que c'est... Mais je l'ai dit au début. Tac. Je l'ai dit au début, mais je vais le retrouver. C'est pas mis sur tes goodies, justement. Non, il y a que Chuck, c'est justement. Krantz. Ah voilà, donc il est bien. Mais le fait que ça s'appelle Life of Chuck, ça, c'est un peu ce côté où je parlais de l'aliénation, où le fait qu'on prenne du recul et qu'on se détache de ça, ça peut aussi nous ramener à nous, puisque on a peut-être pas vécu la même vie que Chuck. Non. Mais on a des situations où on peut se rapprocher, on peut faire des liens. Moi, par exemple, récemment, être le seul garçon dans un cours de danse. Voilà, je l'ai vécu. Le bal, en fait, il y a plein de moments comme ça où je trouve on peut se ramener, se rapprocher du personnage de Chuck. Et l'aliénation, pour le coup, dans ce film, marche très bien. Et puis, il y a quand même ça prend des moments de vie, en fait, de manière générale, qui peuvent nous parler à tous. Genre, par exemple, voilà, un couple qui se sépare et qui arrive à se retrouver à la fin. Bon, ça, c'est très beau et c'est très parlant. Juste une petite fille qui joue au roller dans une rue de quartier. Enfin, ça, toute mon enfance. Bon, c'était pas les rollers, c'était le vélo, mais je veux dire, chacun... Il y a des discussions philosophiques dans ce film qui sont incroyables. Chacun l'acte 3, se quand raccroche, il se promène. Mais oui, voilà, tu vois. La discussion avec le notaire, du coup, on a compris que c'était un notaire. Mais qui te parle de la fameuse combinaison des heures et tout. Incroyable. Et le fait d'entendre de la musique dans la rue, je pense qu'on l'a déjà tous et toutes vécu. Oui. Se faire larguer par texto, j'espère que ça vous est pas arrivé. Moi perso non, mais je me suis fait quitter pour un blob. Non, mais c'est un film qui parle bien, qui nous ramène bien sur le coup de comment dire. On va reprendre après. Non, c'est un film où vraiment on arrive à s'identifier facilement par rapport aux situations. Oui, c'est ça que c'est la force de ce film. Vraiment, c'est le tour de force et ça concerne qu'un seul être humain et pourtant, concrètement, on peut s'identifier. Moi, je me suis identifiée quand il danse avec sa grand-mère. Alors moi, je danse pas avec mamie à son plus grand. Non, mais t'as un lien fort. Malheur. T'as un lien fort avec j'ai un lien très fort avec ma grand-mère. On fait de la couture. Les films, moi j'ai vécu petit instant confession, j'ai vécu avec elle parce que je travaillais dans la ville où elle habitait et donc j'ai vécu avec elle les week-ends et pendant les vacances et donc ça nous arrivait, on se mettait à regarder des films, des séries ensemble. Une de mes séries préférées c'est Paul Dark. Oui. Tu connais ? De nom. J'ai pas vu, mais j'ai vu. On va raconter un peu les conditions de tournage, d'enregistrement, mais on est dans une pièce où il y a beaucoup d'affiches. On comprend pourquoi en te connaissant, mais tu vois, par exemple, le dernier voyage de Déméter, je connaissais de nom, mais j'avais jamais vu d'image. Eh ben, c'est un des films qui est dans mon corpus. D'accord, et je vois, la légende Dracula est née, donc c'est vraiment les origines de Dracula. En fait, c'est dans le livre Dracula, il y a un moment, Dracula, pour partir de la Transylvanie pour arriver à Londres, il prend un bateau, et en fait, c'est le Déméter. D'accord. Et ça nous raconte, et c'est un huis clos. Si tu veux, j'ai le bouquin, je peux te le prêter. On a déjà beaucoup de bouquins, je pense à lire, juste déjà tous les deux.
C'est vrai. J'allais te dire, il est juste beaucoup postité. Non, mais c'est très bien ça par contre. Non, mais tu vois, j'ai analysé le vampire. Forcément. J'analyse le vampire dans la fiche de cinéma. J'analyse le vampire stokerien dans les films. Donc forcément, j'ai relu Bram Stoker et j'ai annoté, mais sur post-it parce que j'aime pas annoter dans les livres. J'aime pas ça. Donc il a plein de post-it. Mais c'est vrai qu'il y a... Mais je m'empêche pas quand même de lire des livres par plaisir. Le soir, j'arrive quand même à 10 minutes de lecture plaisir. C'est important. Non, mais il faut. Conseil, lisez 10 minutes. Oui. Par jour. Voilà. Si vous pas aimez par an. lire. Non, mais on lit plus que d'habitude. Enfin, on s'en rend pas compte, mais on lit beaucoup de base. Quand tu lis un article, quand tu es sur ton téléphone, tu lis. Les pancartes, les affiches. Exactement. Mais voilà, c'est le truc on connaît deux noms et. Ouais. Mais oui, j'ai entendu parler, mais sans voir l'image. Donc, avec ma mamie, on adore cette série. J'ai demandé l'intégrale à Noël et j'ai l'intégrale. Voilà. C'est trop bien. Ouais, parce que je suis trop contente. Je pense que Ils sont disponibles à la BFM de Limoges, du centre-ville de Limoges. Voilà, si on a des auditorices limogeaux. Et si vous êtes en vacances juste une semaine à Limoges, vous pouvez y aller. C'est clair. Voilà. Sur une semaine, vous n'aurez pas le temps de tout voir. Non, mais par contre, pour rebondir, mais je pense que ceux qui ont des liens très forts avec leurs grands-parents vont se retrouver. Moi, par exemple, tu parlais de ta grand-mère, mais j'ai eu la même chose avec ma grand-mère. J'avais des liens très forts avec elle, et enfin, on parlait de Daft Punk, ce goût-là, le cinéma aussi, la musique, la couture, enfin... toutes ces choses-là, et je pense qu'on s'identifie beaucoup plus facilement comme ça, forcément, puisque ça nous ramène à des choses. Je pense que toi, par exemple, tu as dû aussi avoir des moments... alors moi, c'était du coup mes deux grand-mères qui étaient énormément d'énormes lectrices. Il y en a une des deux qui était même bibliothécaire, donc voilà. Et c'est surtout ma grand-mère maternelle que je voyais beaucoup plus, donc qui était bibliothécaire, qui m'a fait aimer la lecture dès petite. Il y a une photo de nous deux qui existe où elle me lit un livre et il doit y en exister au moins 3-4 comme ça sur différentes années en fait. Vraiment, c'était un petit rituel qu'on avait entre nous. Donc forcément, oui, ce truc de la transmission justement dont on parlait un peu plus tôt, il est présent et chacun peut s'identifier avec son histoire à ça et c'est c'est le tour de force de ce film. Vraiment. Tu vois, je l'ai vu il y a 2 jours. J'étais en mode c'est un très bon film, voire un excellent film, et en fait petit à petit j'y reviens. En fait, je pense que j'ai besoin à chaque fois de... J'ai pas eu ça depuis Résurrection de Begin que je t'avais parlé la dernière fois. Que j'ai toujours pas vu parce que j'ai regardé des images. Non, parce que j'ai regardé des films d'expressionnisme allemand. Ah oui, mais c'est vrai que dans Résurrection, il y a tout l'acte 1 qui est l'expressionnisme allemand. Donc c'est pour ça, en attendant, je regarde des films d'expressionnisme allemand. Alors, logiquement, il est censé arriver en Blu-ray en avril, donc tu vas l'avoir très vite. Mais j'ai ce goût de reviens-y avec Résurrection que j'avais pas depuis hyper longtemps. Et c'est... Parce que j'ai l'impression que moi... on parle un peu cinéma là pour le coup, mais tout ce qui sort depuis... un petit moment ne m'intéresse pas vraiment, où il y a plus d'authenticité, et je trouve que Life of Chuck et Résurrection font partie de ces films où il y a de l'authenticité. Hamnet aussi, si je puis me permettre. Aussi, je l'ai pas vu, j'ai lu le scénario et il est très bien. Hamnet et Killer of the Flower Moon. Alors celui-là par contre... T'as pas aimé? Si tu veux, je t'amènerai mon meilleur ami pour le coup, parce que lui il a plutôt aimé. Okay. Moi j'étais un peu en mode... bon, Scorsese, va peut-être falloir arrêter un peu à un moment donné. Moi j'ai trop kiffé. Et justement, je trouvais que c'était innovant. Moi, je l'ai trouvé innovant. J'ai trouvé que ça innovait. Pas dans l'écriture des personnages ou autre, mais dans ce que ça racontait. En fait, Spielberg, moi j'ai dû... Enfin, Spielberg, pardon. Non, Scorsese. Non, tonton Spielberg, respect. Scorsese, j'ai un peu plus de mal parce que je trouve que film après film, il commence un peu à être... je dirais pas décevant, mais bon, c'est compliqué. Moi, avec Scorsese, j'ai plus une relation de je t'aime moi non plus. Ah oui. Et j'adore Taxi Driver, j'adore Raging Bull, mais je déteste The Irishman. Je trouve le Loup d'Wall Street très moyen par rapport à d'autres qui trouvent ça exceptionnel. Mais tu vois, moi, au contraire, je crois que Scorsese, j'ai pas vu beaucoup de films de lui.
Donc c'est peut-être pour ça que moi j'ai pas de problème et que j'adore Killer of the Flower Moon, dont j'ai une affiche au-dessus de mon lit. Il y a beaucoup d'affiches. Il y a pas mal. Mais... Et encore, c'est pas tout ce que j'ai. Mais voilà, c'est des films qui... Il y a ce goût de reviens-y. Et vraiment, il y a des moments où je suis en mode... Putain, cette séquence-là, elle est bien. Enfin, sur YouTube, il y a la séquence de la danse qui est carrément en ligne. Ah ouais. Et j'ai ce truc de reviens-y. Ah ouais. Ouais, t'as envie de... Ouais, alors pas de le revoir, mais non, je mais me rappelle d'y repenser. Ouais. Et là, tu vois, genre, je me dis, c'est probablement l'épisode de podcast le plus long qu'on ait eu de la chaîne. Je pense que si. Mais moi, j'en connais une qui va encore nous dire qu'elle va pas nous écouter. 1h35. Voilà. Mais parce qu'en fait, il y aura des choses à cuter. Bien sûr. Mais parce qu'en fait, c'est un film aussi qui donne envie d'en parler et de vraiment, de discuter autour et il y a toujours des petits trucs à remarquer, etc. C'est pour ça que je voulais faire un podcast. Voilà. Je pense qu'un jour, il faudrait faire, je propose juste comme ça, c'est genre juste de faire un truc chill, tu vois, un peu en mode canapé, et on parle de films. Ah, de fou. Avec des thématiques et tout. De fou. Ce serait trop bien. Ah, bah, de fou. On pourrait se faire un petit épisode comme ça. Plaisir. On pourrait. Mais on pourrait t'inviter régulièrement, tu sais. Oui. Je vois que ma présence a plutôt plu. Bah écoute, merci de m'avoir accueilli. Nous, en tout cas, ça nous a plu. Vraiment. Merci pour l'invitation, merci de m'avoir accueilli. Et bah écoute, avec plaisir. Est-ce qu'on a des derniers points à aborder? Non, je crois qu'on a... Je vais juste donner deux trucs. Vas-y, dis-nous. Il y a les ratios dans le film qui sont différents. C'est-à-dire que l'image est très large au début et ensuite très grande. Oui. Et je trouve qu'il y a un lien très fort, c'est-à-dire c'est le... Plus l'image en fait devient petite, donc l'acte 3 est très petit et ensuite l'acte 1 devient très grand, c'est un peu ce truc de... Si on montait le film à l'envers, plus l'image se réduit, plus on se rapproche de la mort en fait. Ouais, il y a un peu ce côté compte à rebours et en fait... Comme c'est monté à l'envers, il y a ce truc de on revient vers le bonheur. En fait. On va vers l'élévation. Et deuxième truc vite fait, c'est un film indépendant, il faut le préciser, donc petit budget, c'est très très bien et il faut dire que heureusement que c'est Mike Flanagan qui le fait et je trouve que le fait que ce soit un réalisateur qui vient de l'horreur de base, qui se met à faire ça, c'est pas fréquent de voir des réalisateurs et des réalisatrices aussi qui font ça et dire qu'à la base c'est Darren Aronofsky qui devait l'adapter. Ouais. Donc celui qui a fait Black Swan, Mother et Coke Stealing là il y a pas longtemps. Et celui-là je l'ai pas vu. Moi non plus je l'ai pas vu. J'ai vu que Black Swan et Mother, mais je sais pas si ça aurait donné quelque chose de convaincant. Je sais pas. Avec Aronofsky, mais Flanagan, je pense, c'est le réalisateur adéquat pour ça. C'est quelqu'un qui a très bien compris l'univers de Stephen King, même quand c'est pas horrifique. Et voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Voilà, ça fait le mec qui étale la culture, c'est pas grave, non, mais c'est bien, c'est chouette. Mais je pense que c'est intéressant de voir en fait le contexte, comment il a été fait. Ouais, complètement. Pour vous dire, le budget, il a pas été communiqué, donc ça sent vraiment le tout petit budget. Et ça se ressent, mais c'est bien. Même au niveau com, je trouve qu'ils ont pas fait une grosse com sur le film. Mais alors, nous, le film, il est sorti en décalé. En plus. Je crois. De toute façon, on a toujours eu des problèmes comme ça. Et je sais pas s'il est sorti à la bonne fenêtre parce qu'il est absent de toutes les cérémonies de récompense. Ouais. Et je pense qu'il serait sorti en même temps qu'un Hamnet ou un truc comme ça. Il aurait pu prendre la vedette. Peut-être. Ouais. Peut-être. Non, est-ce qu'il aurait pris la vedette sur Hamnet? Je pense qu'ils auraient été côte-côte. Oui, non, mais complètement. Oui. Côte-côte. On aurait eu un Barbie Oppenheimer version... Ou un Doomsday, vu que... Il y a un Doomsday maintenant qui a été annoncé avec Dune et Avengers. Ils ont inventé. Mais alors moi j'attends beaucoup plus Dune que Avengers. Bon, moi, Dune, j'ai beaucoup de réticences. J'attends énormément. Dune, j'ai regardé le 1, j'ai arrêté. Ça, non. Mais tu sais, tu peux... Tu as le droit. Tu as le droit, oui. Donc j'attends beaucoup plus Avengers que Dune. Mais en fait, il y a deux publics. Avengers, au moins, on m'a trop annoncé des retours. Machin va revenir, bidule va revenir. C'est bon. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais à la sortie de Avatar 3. Ouais. Donc le jour de la sortie. Et c'était le teaser de Captain America. De Captain America, ouais. T'as des gens, je pense que t'avais au moins un quart de la salle qui se sont barrés après le teaser. Et donc tu dis, mais ils ont dépensé 14 balles pour juste voir le teaser d'Avatar 3. Enfin, d'Avengers et pas Avatar 3.
C'est te dire, parce qu'en fait, il y avait déjà des rumeurs, il y avait même eu des fuites Oui. à l'époque. On avait l'information que le teaser allait sortir au moment de la sortie d'Avatar 3. Parce qu'en fait, les fichiers cryptés des teasers avaient un compte à rebours, et le compte à rebours avait sauté 2 jours avant Avatar. Donc on avait déjà des fuites. Et donc les gens, je pense par curiosité, juste par envie de confirmation, se sont dit, on va aller voir ça si c'est vrai. Mais imagine s'ils avaient payé la place et qu'il n'y avait pas eu le teaser. Ça aurait été bien marrant. Ça aurait été tellement drôle. Mais il y a des règles. Dans les teasers, etc. C'est très réglé. Toi qui as bossé en cinéma, tu sais comment c'est. Ouais, c'est très réglé, c'est très réglementé et tout. Toutes les pubs, etc. Des fois, on se plaint, on se dit il y a trop de pubs, mais en fait, c'est... Mais il y a des embargos aussi, je crois, avec des teasers. Ouais, c'est ça. Là, ça a été le cas, du coup, pour Avengers. C'était obligatoire de mettre ça... Avant Avatar, c'était prévu, si tu le mettais pas, du coup, c'est qu'il y avait un problème. Et le truc, c'est que les bandes annonces, tout ça, on les reçoit. Oui. Donc, tout comme les films, on les reçoit. Et il y a des KDM. Oui, j'avais plus le nom, mais j'avais vu le truc passer. Il y a les KDM, donc je sais pas de quoi c'est l'abréviation. C'est un truc, c'est un anglicisme, je crois. Ouais, donc les KDM font qu'elle ne fonctionne qu'à partir du moment où... si par exemple le film sort mercredi, la KDM fonctionnera à partir de mercredi, et par exemple tu dois arriver le mercredi matin pour faire les lumières, pour que les lumières soient bien faites. C'est comme ça que nous on fonctionnait pour faire la lumière correctement dans nos salles. Et ou alors des fois t'avais la chance, tu recevais le film un peu avant, la KDM elle fonctionnait, donc tu pouvais faire la lumière, mais tout est hyper crypté et tout est téléchargeable avec des clés, des mots de passe, des machins et tout, et c'est et t'as ta feuille et tu dois mettre telle bande-annonce tant de fois, parce que des fois on se dit la bande-annonce on l'a déjà vue, on a déjà vu une autre bande-annonce juste teaser, avant, voilà, mais parce que t'es obligé de la mettre, et après des fois c'est tiens je vais rajouter ça et ça parce que nous on a le film, et puis voilà quoi. Et c'est là où on se rend compte que dans ce sujet de discussion, faut vraiment élargir le podcast sur un truc beaucoup plus... Oui, c'est vrai. Là, c'est vrai. On a beaucoup divagué avec d'autres films et des trucs, mais c'est hyper intéressant d'entendre les coulisses. Ouais. Justement. C'est ça que j'aimais quand je travaillais au cinéma et que j'aimerais reprendre. C'est les petits trucs comme ça où en fait on sait pas, mais les bandes annonces, tout ça, quand on se dit ça fait suer, ça dure tant de temps, mais c'est normal. Et si t'en oublies une, tu peux te faire bien taper sur les doigts quoi. Il y a des respects, il y a des questions de respect, d'embargo, donc oui. Mais voilà. Mais je pense que c'est une bonne conclusion pour... Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes arrivés jusqu'au bout, laissez-nous un petit message, un petit... Qu'est-ce qu'on dit ? Comme sur YouTube. Ça fait le café. Ça fait de fou. Ah ouais, ça fait le café. Si vous êtes arrivés jusque-là, mettez-nous... Ça fait le café. C'était un plaisir de recevoir Maxime. Merci de m'avoir accueilli. J'espère que ça t'a fait plaisir. Oui, bien sûr. Voilà. Merci Lucie. Merci à toi. Voilà. Et on se retrouve dans 15 jours pour parler de... Pédale rurale. Voilà. On espère que ça vous plaira. Gros bisous.